qui rassemble 150 citoyennes et citoyens. Cette assemblée peut-elle être autre chose qu'un gadget? Les gens ont beaucoup espéré sur cette convention. Ils avaient l'espoir. Comment instiller une dose de démocratie participative dans un système représentatif comme le nôtre? Et qui aujourd'hui se disent, mais à quoi ça sert tout ça? Suspendu sa participation à la concertation. À côté, il y a ceux qui ont fait le choix de rester dans la concertation. Est-elle un échec? Concertation. Un mot que l'on entend presque tous les jours dans les médias, si bien que l'on ne sait plus vraiment ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, la concertation se teinte d'une connotation négative. Il faut s'en méfier, elle atteint rarement son but. Elle est au mieux une gentille utopie, au pire, une manœuvre destinée à faire croire aux plus crédules que leurs opinions vont être entendues. Consultation, participation, expertise d'usage, co-construction. À défaut de mieux, nous avons choisi d'employer ici le terme de processus de concertation. Mobilisé de plus en plus dans les projets architecturaux, urbains et paysagers, en dehors de toute obligation réglementaire, le processus de concertation s'attache avant tout à recréer l'espace du commun pour concevoir de futurs lieux vivants et habités. La concertation permet la mobilisation de l'intelligence collective au service de projets plus justes et durables qui s'approchent au plus près des besoins des publics. Ce film documentaire propose de donner à voir la richesse, mais aussi la fragilité de ce type de démarche. La concertation territoriale, pour moi, ça veut dire qu'il y a une demande, une commande qui est faite par des élus à un groupe de travail. Ça peut être des habitants, ça peut être des acteurs socio-économiques aussi. Et eux, ils travaillent pour faire une proposition à cet élu, donc, ou à ce conseil municipal ou à un groupe d'élus. Aujourd'hui, associer les habitants et autres usagers à des projets d'intérêt public ou aux projets publics, c'est devenu une forme de nécessité pour les décideurs et les porteurs de projets. Le premier, c'est l'évolution de notre société. Elle réinterroge de plus en plus l'intérêt, l'opportunité, mais aussi la gouvernance des projets. Le second, c'est la diminution des fonds publics, des concours et des investissements, qui oblige à plus réfléchir pour mieux investir. Vous savez, c'est un peu la promesse démocratique. Chacun, en tant que citoyen, peut se prononcer sur n'importe quel sujet. On n'est pas dans une démocratie où c'est que l'expert qui a la parole. C'est toutes les expertises qui comptent, y compris celle du simple passant. On peut participer de différentes manières. Il y a des gens qui vont dire l'information, c'est pas de la participation, donc si les gens sont seulement informés sur une démarche. Après, c'est la consultation, donc c'est un peu plus de participation. On demande aux gens leurs opinions sur quelque chose, mais ils ne travaillent pas ensemble pour faire une proposition ensemble. Donc ça serait la prochaine échelle, donc la concertation. Et donc la différence entre la concertation et la co-construction, selon moi, c'est que dans la co-construction, ils ne réagissent pas à un projet donné, comme dans la concertation, mais ils développent eux-mêmes des programmes qui peuvent mener à des projets. Et puis finalement, on a l'échelle de la co-décision. Ça veut dire que les gens décident ensemble. On peut avoir ça, par exemple, si les élus délèguent leur pouvoir de décision, comme dans les budgets participatifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mettre de l'énergie dans des lieux et de faire en sorte que ce soit suffisamment solide parce que ça répond correctement aux gens qui y habitent ou qui s'en occupent pour que ça dure le plus longtemps possible et que du coup, on s'inscrive aussi dans une question de transition, bien sûr, sur les ressources énergétiques, climatiques, etc. Qu'on réponde à tous ces enjeux-là en même temps. Quel est le lien entre bâtiment durable et démarche participative? C'est que pour qu'un bâtiment soit durable, il faut qu'il réponde aux attentes des usagers. Si on fait un projet sans demander quelles sont les attentes des usagers, on risque de faire un bâtiment qui est peut-être non fonctionnel, non confortable,
Et du coup, si les usagers ne sont pas bien dans ce bâtiment, ils risquent d'avoir envie soit de changer le projet, soit d'aller ailleurs. Sur des projets de participation pour des projets d'aménagement de cours d'école, et ben ça c'est vraiment incroyable de voir à quel point ils connaissent leurs cours d'école dans les moindres détails. Ils savent exactement, là c'est la petite bordure où je m'assois parce que l'après-midi il y a le soleil qui vient là. Là quand il pleut, il y a de l'eau qui reste, donc je fais de la soupe de terre à cet endroit-là. Et c'est très précis et vraiment fascinant et ça ouvre vraiment un autre regard. Le fait du coup d'être dans une réflexion, on va dire collégiale, pour moi ça remet la place au bon endroit par rapport à une commande toujours un peu difficile à traduire, toujours pour nous en tant qu'archi difficile à interpréter parce qu'on n'est qu'une seule personne à y penser. Le fait d'inclure ces différents publics, ça enrichit le projet, ça permet d'approfondir. La demande, c'était de réaliser une extension de l'école, mais surtout, c'était de participer en tant que concepteur architecte et toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et également tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire contrôleur technique, etc., de participer à un processus de conception intégré. C'est Marika Frenette, qui est d'origine canadienne et qui a importé cette technique-là du Canada, avec des outils, des procédés, des méthodes qui sont particulières. Donc le PCI est une démarche qui est un acronyme processus de conception intégré, parce que c'est important, le mot processus, ça ne dit pas méthode, c'est une démarche working progress. Au-delà de l'intelligence collective, elle fait bouger les lignes de tout le monde. Et comme c'est un processus, ça va supposer derrière des étapes, ça va supposer de réfléchir à ce processus, ça va supposer aussi de réfléchir à pourquoi on le met en place. Le processus fait que quand on arrive à l'APD ou au pro, tout est tellement déjà vu avant, ça va très vite. On se pose moins de questions, il n'y a pas les questions de dernière minute où tiens, il y a un truc là, on fait un truc à la va-vite et puis on espère que ça va marcher et puis ça pose des problèmes après en chantier ou en usage. Et les ateliers dans les phases d'esquisse, d'APS, réunissaient l'ensemble de la maîtrise d'œuvre et ça c'était très important. C'est-à-dire que l'équipe de maîtrise d'œuvre, où souvent c'est l'architecte qui participe et puis ensuite il envoie à ses bureaux d'études pour qu'ils travaillent, là les bureaux d'études étaient déjà présents dans les ateliers. Dans le cadre d'un appel à projet, on s'est engagé à démolir les 2 dernières tours du secteur de Niederbronn qu'on n'a pas pu démolir lors du premier projet de rénovation urbaine. Donc ces tours étant démolies l'année dernière, on s'est posé la question du devenir de l'existant. On s'est dit pourquoi pas poursuivre cet esprit de concertation avec les habitants. Et on va s'associer à des spécialistes et je trouve que par d'autres biais, j'avais entendu parler d'opérations qu'avait fait une coopérative Kepos qui travaillait pas mal dans l'écologie solidaire et sociale. Et on s'est entendu pour qu'ils aient une démarche de concertation. Moi je fais confiance aux habitants. Il y a 3 niveaux de pensée. Il y a le niveau 1 qui est le niveau « le cerveau est un organe d'efficacité énergétique ». Le cerveau, c'est nous mettre dans la zone confortable qui consomme moins d'énergie. À partir du moment où on va passer le niveau dessus, donc le cortex préfrontal, là, on va dépenser plus d'énergie, on va réfléchir, on va imaginer des nouveaux concepts, on va prendre des décisions, on va regarder des scénarios. Et puis le dernier niveau, qui est le niveau de l'innovation, de la que ça nous reconnecte à l'essence même de ce qu'on est en tant qu'être vivant. On se reconnecte à ce vivant qui a du sens. Et non pas ce vivant automatique du café le matin dans lequel on est tous. On a tous des moments où on est en mode automatique. Et tout d'un coup, ça nous met face au sens qu'on a envie de donner. Je crois que ça répond à plein d'autres besoins des gens, en fait, que de réfléchir juste à l'espace. Ça répond au besoin d'être avec d'autres personnes. Tout simplement, ça répond au besoin de marcher avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. En fait, ces démarches-là, elles deviennent un espace un peu nouveau. C'est pas le PMU du coin, mais c'est un espace nouveau où on peut librement rencontrer, s'exprimer sur quelque chose. On nous attend sur quelque chose, on est utile à l'espace public ou au bien commun.
que la cour s'est retrouvée dans notre projet de mandat. Nous ne voulions pas nous arrêter à une cour ludique, mais nous voulions en faire une cour écologique. Mais pour être tout à fait honnête, jamais nous n'avions imaginé aller aussi loin. Nous avons été accompagnés par le CAUE, qui nous a convaincus du bien fondé de la démarche participative, la co-construction, la concertation. C'était pas gagné au début. Mais voilà, vous nous avez convaincus et jamais on reviendra en arrière. Ainsi, mettre en place un processus de concertation, c'est avant tout se donner les moyens de répondre le plus justement possible aux besoins des citoyens et futurs usagers, fabriquant ainsi des lieux et des espaces plus durables et bien souvent plus écologiques. C'est aussi l'opportunité pour l'élu et le maître d'œuvre de partager les contraintes financières, réglementaires, techniques qui pèsent sur la conception d'un projet. Enfin, associer les citoyens à la fabrication de leur cadre de vie répond aux évolutions de la société et contribue à un dialogue nourri et continu entre élus et citoyens. Mais au-delà de ces premiers éclairages, que peut-on attendre réellement d'un processus de concertation réussi ? Tout d'un coup, on se rend compte que le professionnel, il a à la fois plein de compétences. Moi, j'adore les moments où les architectes reviennent en ayant mis au propre tout le fatras qui s'est passé pendant la rencontre, les bouts d'esquisse, les pâtes à modeler, peu importe. C'est un moment vibratoire incroyable. Combien de fois j'ai entendu, mais oh, c'est incroyable. Alors qu'en fait, l'architecte, il fait ça tous les jours, prendre plein de contraintes, en faire quelque chose, mais tout d'un coup, il a dans le regard de ceux qui ont participé l'appréciation de voir que c'était complexe, qu'eux-mêmes se disent, je ne vois pas du tout ce qu'on aurait pu faire. Il y a de l'affect qui va rentrer et du coup les gens vont moins avoir envie de quitter un lieu parce que ce ne sera pas un lieu lambda, c'est un lieu co-construit, co-conçu. Ici avant c'était un terrain de foot qui était abandonné depuis plusieurs années et qu'on a décidé avec les habitants de transformer en terrain de loisirs. Quand je dis avec les habitants, ça ne s'est pas fait en une seule fois, c'est-à-dire qu'au début, les habitants avaient plutôt envie de racheter des bouts de terrain pour continuer, notamment pour les riverains, leur jardin, mais c'était sans tenir compte aussi de tout un public qui était plutôt en habitat collectif et qui, eux, avaient plutôt envie d'avoir un espace pour eux et pour tout le monde et pour leurs enfants. L'intérêt de travailler en concertation et avec des citoyens, des riverains qui sont de différents horizons avec des besoins différents, c'est qu'au final on a un projet qui est vivant, parce qu'en fait il n'est pas fini. Une fois qu'il est fini, inauguré, en fait il ne fait que commencer à vivre. C'est un honneur et un immense plaisir, en tant que Maxévillois et membre du comité de pilotage que je représente ce soir, de vous présenter ce nouveau parc de loisirs. Parce qu'il va être utilisé par les uns et les autres pour des fonctions différentes. Et puis l'interaction entre les différents groupes fait qu'il y a aussi des activités ou des projets qu'on n'avait pas imaginés au début et qui vont émerger. Donc en fait, on est sur un terrain qui est vivant. Moi, je reste persuadée que toutes ces démarches bien menées mettent en vibration bien plus large que l'objet pour lequel on était venu, peu importe que ce soit le centre-bourg, le projet, etc. Si c'est bien mené, en fait, c'est ça qui va se passer. Surtout si on a mis en autonomie, ça va partir après sans nous. Les doutes, c'est de perdre la main sur le projet ou que les utilisateurs demandent des choses qui ne seraient pas finançables. Les utilisateurs, finalement, ils sont très raisonnables. La concertation, ça a un coût, mais finalement, ce temps, il est rattrapé par la suite parce qu'on gagne énormément de temps dans les phases qui suivent, dans la mise en œuvre notamment, et le projet il est partagé, il est accepté par un plus grand nombre et il est beaucoup plus riche parce qu'on a beaucoup plus d'acteurs en fait qui participent au projet. Les architectes avec qui on a travaillé, beaucoup nous ont dit nous on ne travaille plus autrement, on a adapté par rapport à notre façon de travailler, tout simplement parce qu'on gagne du temps. On gagne du temps en termes de compréhension de l'ensemble des acteurs, notamment le bureau d'études architectes, la maîtrise d'œuvre. On gagne du temps dans la compréhension commune, simultanée de ce qu'on cherche à résoudre. Donc, cet alignement autour de quelle est, la problématique qu'on veut régler ensemble réelle, et deux, quels sont les potentiels autour de cette problématique. En gros, une problématique, c'est pas une porte fermée, c'est une porte ouverte. Donc nous, on est des facilitateurs. Ça a été la plus grosse révolution, et que ça a une influence
aussi sur notre manière d'agir, notamment sur ma manière de manager l'équipe. Toute l'équipe, hein, il y a à peu près 50 agents. C'est les agents qui disent « Hé chef, on boit le café ensemble le matin. Chef, on pourrait faire ça parce que ça me semble pertinent. » Il y avait le robinet qui est au bout de la petite fontaine qu'on a là. Ils sont venus, ils m'ont dit « C'est moche, on va vous arranger ça. On met un petit bout de cuivre, etc. » Et moi j'ai pu appuyer sur 2 boutons. Oui, non. Et puis en plus, j'appuie souvent sur oui parce que c'est intelligent ce qu'ils disent. Comme nous l'avons entendu dans les témoignages précédents, le temps investi dans le processus de concertation est bien souvent rattrapé par la suite par une compréhension mutuelle et partagée des enjeux et des contraintes du projet. Ces temps de travail, nouveaux, contribuent à faire reconnaître le rôle essentiel des métiers de la maîtrise d'œuvre. Une fois réalisés, ces équipements ou espaces publics ont davantage de chances de devenir des lieux vivants et habités dès leur phase de conception. On observe également que ces démarches participatives entraînent des habitudes de collaboration et une dynamique collective qui va impacter durablement et positivement la vie du projet. Voyons maintenant quelles sont ces techniques et méthodes employées pour mobiliser l'intelligence collective. Il y a besoin d'un facilitateur qui aide les gens à exprimer ce qui va servir dans le projet. Et là, c'est une écoute active avec de la reformulation pour être sûr de bien aller chercher la pépite qui nous intéresse, qui est à savoir le constat et le besoin. Ça m'amène à une idée reçue, c'est que l'atelier de concertation, c'est une jolie animation, on passe d'un atelier à un autre, les post-it, restitution, enfin c'est de bonne ambiance, il y a toujours un café. C'est comme un iceberg, la face immergée de la réunion. En fait, c'est 1/3, 2/3, quasiment 1/3 de réunion pour 2/3 de travail. Donc toutes les questions dont tu parlais qu'on se pose, qui on va avoir, comment on les mobilise, s'il y a déjà des tendances qu'on sait se dessiner sur ceux qui sont plutôt contre, plutôt pour, s'il y a des antécédents dans la commune sur un même sujet qui vont venir un petit peu contrarier, au moins au début, le processus. Quelles questions on leur pose, quelle forme, quel outil on utilise pour leur faire exprimer la parole, combien d'ateliers, comment on dimensionne, enfin tout ça, ça prend énormément de temps. Et c'est tout ce qu'on voit pas quand on est en atelier, que tout a fonctionné. Oui, je crois qu'il faut être assez inventif aussi. En fait, on peut rarement faire du copier-coller de démarche. Hein. Ça, moi, en tout cas, on ne sait pas trop faire ça parce qu'en fait, les contextes sont jamais les mêmes. Il y a une confiance à créer avec les gens et ça passe déjà par le fait de bien expliquer la démarche, d'expliquer notre métier quelque part, les différentes étapes, les différentes phases, et de dire pourquoi aujourd'hui on vient vers vous et qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'on n'attend pas aussi, voilà, parce que c'est facile de tomber dans le cahier de doléances quand on va voir les gens. Quand j'ai vu comment c'était parti, où on était tous chacun en face à la limite en face à face, hein, voilà, en train de défendre nos souhaits, je me suis dit voilà, où va-t-on, hein? Notre rôle, c'est vraiment de donner les moyens ou donner les bonnes conditions surtout pour que les participants se sentent respectés déjà, écoutés, que les participants viennent avec la certitude de ne pas perdre leur temps. Moi, je m'appuie sur des travaux qui ont été menés aux États-Unis par des psychologues et des gens qui ont aussi travaillé avec des groupes. Par exemple, Carl Rogers, un psychologue très connu. Et donc, selon eux, il y a 3 éléments qui sont essentiels pour que les gens soient à l'aise, pour qu'ils soient créatifs et qu'ils peuvent coopérer. Et donc ces 3 éléments, le premier, il n'est pas forcément très bien compris par les gens, ça s'appelle la congruence. Donc ça implique l'authenticité d'une personne, donc du facilitateur. Donc il est authentique, ça veut dire qu'il est capable de consulter ce qu'il y a dans son intérieur. Donc ça veut dire aussi ses sensations, ses sentiments, ses pensées aussi.
Et donc la tâche d'un facilitateur, sa posture, c'est de rendre les choses faciles pour les gens, donc il aide les gens. Le deuxième, c'est l'écoute empathique. Je peux voir les choses de la perspective de l'autre aussi. Le troisième élément qui est très important, c'est le regard positif inconditionnel sur les gens. Donc ces trois éléments de la posture, ils vont ensemble. Il faut toujours les prendre ensemble. Et finalement, il faut être ouvert à l'inconnu. Donc, qu'on ne connaît pas encore les résultats de la réunion, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire la concertation. Vous l'aurez compris, n'est pas facilitateur qui veut. La conception et l'animation de processus de concertation requièrent un important travail de préparation, mais aussi de l'inventivité. Il faut être conscient et respectueux du temps et de la parole que les participants consentent à donner pour un résultat non encore tangible et pour cela, instituer un climat de confiance. Le facilitateur, par sa neutralité, se met au service des personnes qu'il facilite et offre ainsi un cadre de travail propice à la mobilisation de l'intelligence collective. Mais qu'appelle-t-on intelligence collective ? Comment faire œuvre commune ? On n'aura pas 100% d'accord, mais on passera progressivement dans le consentement. C'est quelque chose de puissant et non pas dans le consensus. Dans le consentement, c'est je comprends ce que l'on est en train de faire ensemble. Je n'y adhère pas à 100%, mais je comprends l'intérêt du commun et c'est OK. À force de s'entendre, on réfléchit d'une fois sur l'autre et petit à petit, les avis, les doutes qu'on a, y a tout un cheminement qui se fait presque l'air de rien. À chaque fois qu'un groupe présentait quelque chose, on se disait « Ah oui, ça aussi c'est intéressant, effectivement, ça aussi on pourrait le faire ». Voilà, et on s'est un peu renvoyé la balle et enrichi les idées mutuellement. Moi j'étais pour tout refaire à l'identique, mais je me suis aperçue que c'était pas tellement réalisable. C'est dans ces réunions-là que j'ai compris. Je trouve que c'est une belle expérience en fait. Je m'y attendais pas du tout. J'y suis allée avec mes appréhensions, mes attentes, mes rejets aussi, c'est clair. Et au final, aujourd'hui, je trouve que c'est une belle expérience. Ainsi, ce qui se joue dans les espaces de concertation, c'est la possibilité d'une écoute mutuelle, d'exprimer son opinion tout en cherchant sincèrement à comprendre les points de vue de chacun. Tout cela constitue les conditions de la fabrique du commun. Ce cheminement a pour finalité non pas la recherche du consensus, mais plutôt celle du consentement. Comme nous allons le voir maintenant, ces démarches fragiles sont à manier avec quelques précautions. La démarche participative, je dirais que c'est quelque chose aujourd'hui de très en vogue, tout le monde en parle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'écueils, beaucoup de difficultés, donc ça évoque tout de suite pour moi une sorte de vigilance. Il y a quand même certains habitants ou certains usagers ou citoyens qui arrivent avec des préjugés parce que ce type de démarche a été utilisé comme alibi pour faire passer des projets un peu en force, et donc il y a beaucoup de méfiance. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un peu contraignant, il faut bien déconstruire tout ça. Souvent, on dit oui, donc on vous consulte, on ne précise pas qui décide au final. Et des fois, il y a des groupes qui vont donner des idées et il n'y a aucune idée qui va être suivie par le décideur. Mais ça, on ne peut pas appeler ça des démarches participatives parce que c'est complètement mettre en colère les gens qui ont participé parce qu'ils pensaient que c'était du participatif et qu'ils avaient leur mot à donner et leur faire penser que en fait, le temps qu'ils ont passé là-dedans ne servait à rien. Et donc la prochaine fois que vous voudrez les solliciter, ce seront des gens qui ne seront plus là. Les démarches de concertation ne sont pas des recettes magiques. Je pense qu'il faut être aussi assez raisonnable et réaliste sur ce qu'on peut attendre d'une démarche de concertation. Ce sont des outils qui peuvent beaucoup, mais qui n'ont pas toutes les réponses non plus. Et tout dépend de la manière dont ils sont mobilisés et pour quel objectif. Ainsi, les démarches de concertation se heurtent à de nombreux écueils. Les conditions d'un travail sincère et efficace ne sont pas toujours réunies, d'où la méfiance légitime de certaines personnes. Le risque est grand alors d'instrumentaliser, consciemment ou non, la participation citoyenne. Toutes ces initiatives maladroites ou mal conduites, au lieu de le restaurer, risquent malheureusement d'abîmer un peu plus notre rapport à la démocratie. Le conseil que je donnerais à un élu qui ne serait pas partant
Je lui montrerai des réalisations qu'on a fait, je lui ferai entendre des paroles d'habitants parce que je crois que c'est ce qui est encore le plus fort. Mais j'aurais envie de donner plus de conseils à des gens qui ont envie d'en faire. Parce que les gens qui ont envie d'en faire, ils peuvent imaginer que c'est simple. Et je leur dirais, c'est simple dans la volonté. C'est important d'avoir cette volonté, d'avoir conscience qu'il faut travailler comme ça. Et que c'est maintenant, à mon avis, obligatoire pour tous les projets qu'on mène. Mais il faut surtout se rendre compte que ça va être assez difficile et qu'il ne faut pas se décourager après une première réunion, une deuxième réunion, une 10e réunion. Voilà, on est sur le projet. Le temps nécessaire à sa construction, il est indispensable.